Yes. Bonjour, bienvenue pour ce live avec Lucie que je vais vous présenter. Donc, on va parler beaucoup de branding et de marketing. Alors, attention, je vous présente Lucie qui est juste là. Yes, ça marche. On vous attend les filles de pied ferme, dit Alexandra. Écoute, nous aussi, on est en train de faire des derniers petits réglages, les petits cadrages, est-ce qu'on voit pas trop les plantes, les trucs, les machins. Donc là, aujourd'hui, il y en a quelques sujets dont je voulais aborder avec Lucie. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Il faut juste que je retrouve mes petites notes. Alors, en sommaire, donc déjà, je voulais présenter un petit peu Lucie, je vais me présenter. Ensuite, je voulais parler du personal branding ou de création de marque, parce que souvent, les entrepreneurs se posent la question alors ça peut peut-être être et où. Enfin, en tout cas, Lucie nous donnera son éclairage là-dessus. Ensuite, on va parler de pourquoi vous devez vous différencier, en quoi c'est important. Et on va terminer sur le storytelling, c'est quoi. Et donc, Lucie, pareil, va nous donner un éclairage là-dessus. Donc, je vais commencer. Donc, je vais te laisser te présenter, Lucie. Puis ensuite, je ferai une petite présentation de qui je suis pour les personnes qui me connaissent pas. Ça te va? Ok. Là, par contre, je sonne de partout. Donc, je vais enlever les notifications. C'est bon, tu peux y aller, Lucie. Yes, c'est bon. Je voulais savoir si le son était bon, du coup, parce que c'est un petit peu saccadé chez toi. Donc, je ne sais pas si on m'entend bien. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Michaud. J'accompagne les entrepreneurs mais aussi les indépendants à repenser ou créer leur image de marque. Alors la marque produit ou la marque personnelle, hein, pour se démarquer et marquer les esprits. Parce qu'en fait, c'est leur image qui est en jeu. Donc moi, mon travail, c'est d'être expert consultante en stratégie de marque et en stratégie de marketing de soi. Et je travaille sur la communication et tous les outils pour sortir du lot, en fait. Tout est bon pour se différencier avec moi. J'aime pas les choses qui sont pareilles, uniformes. J'aime bien les personnes atypiques et j'aime bien qu'on libère un petit peu son potentiel et qu'on fasse des choses qui soient différenciantes et qui nous ressemblent. Parce que ça sert à rien d'aller copier Pierre, Paul, Jacques. Parce qu'en fait, le trésor, on l'a déjà en nous. Et souvent, c'est malheureux, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, on a tendance à les piocher chez les gens. Mais finalement, on a un super potentiel. Et moi, mon job, c'est aussi de révéler et de réveiller le potentiel des uns et des autres et des marques, de raconter aussi la belle histoire. Donc, on parlera de storytelling et toute la partie copywriting, le pouvoir des mots, mais aussi tout ce qui est attitude et posture. Parce que la communication, c'est pas que de l'écrit, c'est pas que du verbe, c'est pas que des mots, c'est aussi tout ce qui est signaux inconscients. Donc voilà, moi, branding et communication. Est-ce que ça te va? Okay. Moi, ça me va, c'est toi, de toute façon, donc je vais pas je t'en remettrai pas en question là-dessus. Ça a le mérite d'être super clair. En fait, je vais vous remettre un petit peu le contexte avec Lucie. En fait, on se connaît depuis 2 ans déjà. Ça passe vite, mine de rien. Oui, non, mais en fait, c'est marrant parce que j'aime bien mettre le contexte et c'est là que j'étais en train de compter rapidement. Je dis ouais, quand même 2 ans. Et donc Lucie, effectivement, ce que j'aime bien avec ce qu'elle fait, c'est que moi j'ai fait aussi le marketing, mais je me suis pas forcément spécialisée sur tout ce qui était personal branding, la création de marque, et ça c'est quelque chose que tu mettais en avant. Donc on a eu pas mal de discussions à ce sujet-là. Nous on s'est rencontrés dans les rencontres d'entrepreneurs. Ce qui match, c'est que déjà je te trouve sympa. J'essaie enfin c'est pas j'essaie. Je ne fréquente que des gens que j'aime bien, je tiens à le dire. Et l'autre sujet, c'était que en tant qu'entrepreneur, c'est bien d'avoir des visions différentes, d'avoir du recul. Et c'est vrai que Lucie, elle a toujours un regard. T'arrives à avoir, tu sais, cette prise de hauteur qui est nécessaire avec une certaine bienveillance et pas non pas, tu sais, un truc très normé. Alors, il faut absolument que tu fasses ça comme ça. Enfin, voilà. Donc, il y a ça que j'apprécie avec toi et c'est ce qui fait que 2 ans après, on a encore et toujours des choses à se dire. Pour me présenter, donc moi je me définis moi-même comme serial entrepreneur. Donc ça veut dire que j'ai créé par le passé beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup. On va croire que je passe mon temps à créer des entreprises. Non, je suis à ma 4e entreprise en 8 ans, dont 2 que j'ai créées en même temps. Je tiens à préciser. Une faillite, hein, donc un échec sur 4. Une entreprise que j'ai laissée de côté, sur laquelle j'avais créé une jolie marque aujourd'hui, mais que j'ai arrêtée pour des raisons purement financières, parce que ça me rapportait pas assez, et non pas parce que ça fonctionnait pas. À un moment donné, j'ai voulu
j'assume vouloir gagner beaucoup plus d'argent avec ça et j'étais dans une forme d'impasse avec elle. Et entre-temps, en quête d'indépendance financière, j'ai voulu, de manière assez, en jouant les bonnes sceptiques, me lancer dans une autre manière de faire de l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre-là, notamment, j'ai rencontré Lucie. Et donc, je me suis lancée effectivement dans des investissements, notamment immobiliers, financiers. Et aujourd'hui, ça me passionne tellement que j'aide les femmes, notamment, à devenir riches avec l'argent, parce que je parle facilement d'argent sans tabou. Je vois très bien dans la réaction des gens que des fois ma façon de parler déjà peut être assez heurtante parce que je suis assez sans filtre, donc c'est un peu à prendre ou à laisser, je ne saurais pas faire autrement. Et la deuxième, c'est que l'argent qui est quand même très important, qui est le nerf de la guerre lorsqu'on crée une entreprise, quand on a des tabous avec, c'est quand même un petit peu enquiquinant. Donc du coup, je travaille beaucoup sur le mindset rapport à l'argent et surtout comment faire plus de cash avec ces entreprises, parce qu'à un moment donné, c'est bien de faire les choses parce que ça nous plaît. Et si ça peut nous payer des belles choses avec, tant mieux. Voilà, c'est un petit peu ma façon de dire. Alors, du coup, on va revenir à la question numéro 1 que je t'ai posée. Donc, j'ai envoyé à Lucie un certain nombre de questions lui demandant à l'avance si elle serait OK d'y répondre. Et en me positionnant moi-même comme une entrepreneur, comme les clients que je peux avoir aussi, et qui me posent souvent la question, très récurrente, sur... je tiens à dire coucou à tout le monde qui nous font des petits coucou en commentaire, hein, je vous vois. Alors, la question, c'est personal branding ou création de marque. C'est quand même quelque chose qui est assez récurrent. Et, avec Lucie, on a beaucoup échangé là-dessus, donc on a nos points de vue qui sont pas forcément divergents. Mais du coup, Lucie, toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que spécialiste? Yes. Alors la question, elle peut sembler, la réponse va sembler un petit peu bateau, mais pour moi, dans tous les domaines, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école. Donc je ne vais pas défendre à fond le personal branding plutôt que la création de marque, puisque c'est deux choses, deux bonnes stratégies. Par contre, il faut connaître ses objectifs avant. Parce que c'est sûr que moi, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui voulait se positionner. Et justement, moi, j'aurais aimé qu'elle capitalise sur son image, parce qu'elle avait déjà de la notoriété, donc elle était déjà connue dans le milieu. Et je lui ai dit, mais avec ton nom, avec ton projet, est-ce que ce serait pas mal de capitaliser sur ton nom propre? Et elle m'a dit, j'y ai pensé parce que ça serait le côté facile, mais sur du long terme, si je veux vendre ma marque, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une création de marque? Et comme elle avait déjà cette orientation, je lui ai dit, alors ok, ouais, ça va être facile de capitaliser sur une marque, sur un branding, sur une marque personnelle, mais si elle a dans la tête l'idée de pouvoir vendre un concept ou un projet, dans ce cas-là, je conseillerais la création de marque. Donc une création de marque forte et de faire vraiment tout un univers dessus qui peut être aligné avec ses propres valeurs, bien sûr, qui peut ressembler à ce qu'on pourrait faire. Parce que l'un ou l'autre, on va dire qu'on capitalise sur sa propre image. Ce qui est bien, c'est d'avoir des valeurs, d'avoir une histoire, d'avoir un message qui va être fort. Et en fait, dans la création d'une marque, on fait la même chose. En fait, c'est qu'il y a un message qui est fort, il y a un univers qui est fort. Et la marque va raconter une histoire. Alors, peut-être pas notre histoire personnelle, mais elle va raconter une histoire. Donc, les deux mécaniques, en tout cas, fonctionnent de la même façon. Les personnes aujourd'hui qui capitalisent sur leur image, donc sur leur propre personal branding, grandes marques comme pourrait faire Apple, Nike, parce qu'ils ont compris en fait qu'il y avait un vrai message autour de la personne. Donc j'ai envie de dire, moi la question, peu importe. Après, ça dépend vraiment de son objectif, de son business, de ce qu'on veut en faire. Donc il faut avoir une vision, je pense, long terme pour répondre à cette question. Alors, si vous avez des questions, l'un ou l'autre, il n'y a pas de bonne ou mauvaise école. Pour Lucie. Pardon, on a un léger décalage, du coup, j'ai été coupée la parole. Désolée. Non, c'était pour dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école. C'est deux angles différents, mais voilà. Donc, il peut avoir la facilité de capitaliser sur une marque. Déjà, on a déjà son nom et on capitalise sur soi, sur son propre personnage et on peut raconter une histoire tout autre. C'est sûr que si on a une marque, on va prendre un peu plus de distance, peut-être mettre un peu moins on va dire, de soi, un peu moins de moi dans la marque pour pouvoir justement avoir quelque chose qui va être d'identification à une marque. Donc, plutôt créer un univers. Mais je trouve que ça dépend vraiment de l'objectif. Pour moi, c'est vraiment l'objectif. Qu'est-ce que tu veux faire de ta marque? Qu'est-ce que tu veux faire de ton produit? Qu'est-ce que tu veux faire de ce business? Comment tu le vois sur du long terme? Est-ce que tu veux une équipe? Est-ce que tu veux le piloter de loin? Parce que dans ce cas-là, ouais, pourquoi pas créer une marque forte et relever ce défi et se donner tous les
moyens pour créer une marque forte et qui est très bien. Et puis en plus, ça dépend des business. Il y a des business qui se portent très bien pour une création de marque. Il y a des, je veux dire, pour un produit, c'est sûr que pour un produit, on peut créer une marque. Pour un service, on peut aussi créer une marque. Après, ça dépend de l'objectif. Encore une fois, si on a un objectif de le faire en franchise, de le faire exporter un petit peu son concept, on peut avoir une super ambition. Et encore une fois, on peut aussi le faire en nom propre. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est vraiment objectif. Il faut savoir, les questions à se poser, c'est, voilà, comment je vois mon business à long terme. Il faut avoir une vision long terme. Et parce que le branding, il faut savoir que c'est une stratégie long terme de toute façon. Le branding, c'est fédérer, c'est raconter une histoire, c'est créer une communauté. Ça ne va pas se faire comme ça. Donc, c'est toujours une vision long terme. Si c'est pour faire du court terme, je dis pas que ça vaut pas le coup, mais c'est pas la bonne démarche en tout cas. Bah, c'est sûr que par exemple la création de marque, c'est un petit peu au démarrage, ça va être un petit peu plus long de créer un univers. Donc du coup, beaucoup de gens dans la facilité vont se lancer dans le personal branding parce que les gens vont s'attacher plus facilement à un humain qu'à une marque, même si on peut mettre beaucoup d'humains dans une marque. Hein, c'est l'un n'empêche pas l'autre. L'inconvénient des gens qui ont qui ont un personal branding très fort au détriment de la marque, c'est que s'ils veulent revendre leur entreprise ou si eux-mêmes veulent prendre des vacances ou se détacher de cette entreprise-là, ça va être compliqué pour eux parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est un petit peu le cas qui se passe avec Apple d'une certaine manière, parce que Apple est une marque très forte, mais sur la fin, Steve Jobs était devenu à lui-même, lui aussi, une marque très forte. Il faut pas oublier que quand Steve Jobs est mort, les actions Apple ont quand même chuté, donc ça n'empêche pas à Apple de fonctionner puisque la marque est forte. Mais on voit comme quoi la corrélation entre les deux, ça a beaucoup inquiété les gens de savoir que le personal branding autour de Steve Jobs a pu avoir des répercussions. Donc il a préparé, parce qu'il savait qu'il allait mourir, mais il a préparé un petit peu sa sortie. Il a dû le faire en mettant en avant une autre personne pour éviter justement que la société périclite en son absence. Donc comme quoi les deux sont possibles en ayant à la fois des fois personal branding et marque forte. Mais certaines personnes, des fois, n'y pensent pas et puis tout d'un coup, elles veulent arrêter quelque chose, elles veulent vendre leur activité, mais c'est tellement corrélé à qui elles sont qu'elles vont devoir y rester un petit peu plus le temps de créer une marque qui va venir un petit peu prendre le relais de l'individu. Ça arrive. Je complète hein, de par des constats faits et de clients qui viennent me voir en me disant effectivement pour le thé, avec des personnes qui me disent voilà pour commencer qu'est-ce qui est plus simple. La facilité c'est le personal branding, mais attention, c'est bien. Je trouve que c'est bien justement d'avoir une vision, avoir une vision sur 2 ans, 5 ans. Est-ce que dans 5 ans vous voyez toujours vous exposer? Est-ce que vous voyez toujours faire ci et ça alors que votre univers, voilà, lui ne change pas beaucoup. Les marques ne changent pas d'univers tous les 4 matins a priori. C'est ça. Et mais il y a un danger aussi. Alors, le personal branding, par exemple, pour capitaliser sur son image, il faut le gérer comme si c'était une marque. En fait, notre branding, c'est notre propre marque. C'est important de penser comme ça parce que sinon, on peut se prendre des pieds dans l'ego, en fait. Parce que le personal branding, parfois, on se confond entre nous, notre marque, notre message, et puis on revient sur nous. Donc, on peut être un peu égocentré et on peut se prendre vite fait les pieds dans le tapis. Alors qu'une création de marque, c'est vrai qu'on est on est au service de notre marque. Et le branding, en fait, même si vous êtes votre propre personnage, soyez à votre service, au service de votre message. Soyez le messager de votre message. Mais tout part de votre message, en fait. Ça, c'est super important qu'on le comprenne, qu'on soit une marque ou une personne. C'est vraiment de se dire, je suis au service de mon message et de ma marque. Et c'est pas le contraire, parce que sinon, il y a un gros problème d'ego et ça peut être très, très dur à gérer. Et c'est important de se distinguer et de distinguer aussi business et vie personnelle, parce qu'on a tendance à s'enfermer dans notre propre personnage, en fait. Et ça peut être très dur à gérer pour certaines personnes. Ça, c'est un piège. Le piège, mais c'est bien, enfin, c'est bien, tu devances un peu ce que j'allais peut-être dire sur le piège. En fait, c'est une discussion qui me fait souvent rire, effectivement, entre l'égocentré, voilà, on parle de moi, et puis, moi, j'ai quelqu'un en tête, forcément. C'est toutes les starlettes de télé-réalité façon Kim Kardashian, Nabila. Donc, quand on pense personal branding, en tout cas, moi, on se dit, ben, elles ont réussi à créer quelque chose de très fort autour d'elles.
Même dans le controversé, on va avoir Zaya, ce genre de personnes. Alors pardon, hein, c'est pas des références extraordinaires. Et donc du coup, on se dit, je vais pas faire personal branding parce que je n'ai pas envie d'être comme elle. Oui, alors heureusement qu'il y a quand même une nuance et qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose d'intéressant sans tomber dans le. Il y a de la nuance, non mais voilà, parce que certaines personnes par défaut refusent de se montrer parce qu'elles veulent pas tomber dans l'espèce d'exhibitionnisme de leur vie privée. C'est pas ça non plus le personal branding. C'est pas montrer vos fesses sur internet. Non mais ça me fait rire parce que oui, c'est pas ça, c'est pas que ça. Moi, c'est ce que je dis, en fait, le personal branding, c'est pas se déguiser, hein, c'est pas jouer de guignol, c'est pas de la guignolerie, en fait, c'est pas jouer un personnage. Parce que quand on parle de personnage, tout de suite, on voit les personnages, on voit les guignols, et on se dit, moi, j'ai pas envie d'être comme ça, en fait, j'ai pas envie d'être la risée. Mais en fait, non. Les personnages, c'est votre propre personnage, mais c'est de se dire qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, et qu'est-ce qui est bon pour mon business. Parce que le branding, c'est pour un business à la base. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est pour servir une cause. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que je ramène toujours, en tout cas mes clients, et je leur dis, vous n'êtes pas le message. Par contre, vous avez un message qui va être authentique et aligné. Vous n'êtes que le messager. Et en tant que messager, vous avez plusieurs facettes de personnalité. Vous pouvez en jouer, en fait. Il faut vraiment se donner les moyens et servir ce message. Par contre, c'est pas le message qui doit servir l'ego, c'est pas la marque qui doit servir l'ego, c'est pas l'entreprise qui doit servir l'ego, c'est pas les followers. C'est vraiment nous, on est au service de l'entreprise. Ça, c'est encore une fois super important parce que c'est des petites nuances, mais c'est important de se dire qu'on n'est que un messager. Le business, c'est le message. Donc, et ça, quand on comprend ça, on peut se libérer du regard des autres. Ça veut dire que si les gens n'aiment pas, peut-être qu'ils n'aiment pas le message, qu'ils n'adhèrent pas au message, à la marque, à l'entreprise, c'est OK. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la personne, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pas la personne, en fait, le problème, c'est le message. Et quand c'est comme ça, le messager peut, on va dire, prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur. Je pense aux youtubeurs, par exemple. Quand tu es youtubeur, tu as un message, tu as un concept et tu as des choses à dire. Il faut se mettre dans le rôle du youtubeur. Et ça veut dire que si la personne n'aime pas, ou si un hater, ça veut dire qu'il n'aime pas le youtubeur, le message, ce qu'il raconte. Mais c'est pas la personne, parce que la personne ne la connaît pas. Donc, c'est important de distinguer notre rôle de notre personne. Et ça rend tellement la vie beaucoup plus légère. On ne prend pas les choses à cœur. On ne se dit pas, ouais, je suis de la merde, ouais, je suis nulle, ouais, je me dévalorise. Ouais, de toute façon, ils n'aiment pas mon message. À cause d'une personne, il y a des personnes qui se remettent en question. Non, il faut prendre de la hauteur et se dire, le branding, ça sert aussi à se faire une carapace et à se dire, c'est un personnage. Et c'est un peu comme les super-héros, hein, Batman et compagnie, quand ils ont leur cape, ils sont en mode business. Quand ils n'ont plus la cape, c'est des mecs normaux. Comme c'est pareil. Du coup, pour pouvoir passer à la question 2, à moins qu'il y ait des questions déjà sur la partie le branding, personal branding, n'hésitez pas à laisser une question. De toute façon, on fera une session de questions-réponses à la fin. Là, on peut passer donc éventuellement à la question 2 qui était pourquoi vous devez vous différencier. J'ai fait une faute. Désolée pour la grosse faute. Ah oui. Je vais l'enlever, c'est trop moche. Pourquoi vous devez vous différencier? Écoute, à toi. Yes. Alors, pourquoi se différencier? C'est simple, en fait. On est sur l'ère du digital, l'ère d'Internet. La communication, elle a changé ces derniers temps. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. On peut trouver n'importe qui. On peut trouver tout le monde, en fait. Et quand on s'instaure, en fait, dans un business, dans une marque, on sait qu'il y a beaucoup de concurrents. Et la concurrence, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une demande. Donc, ça, c'est OK. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces concurrents. Par contre, il faut faciliter la démarche en se disant comment les personnes vont me trouver. Parce qu'il faut être centré sur ses clients, sur ses prospects, et se dire comment mes clients, mes prospects vont me trouver, parce qu'il y a une multitude d'informations, une multitude de personnes, donc c'est les personnes les plus visibles, les plus coriaces, qui vont sortir du lot. Donc il y a un intérêt à se différencier, parce que sinon vous allez passer en fait à la trappe. Et du coup, le branding, c'est super, parce qu'avec un bon branding, on peut facilement se différencier avec donc un message différenciant, une promesse différenciante, mais aussi un style, une attitude. Et le branding, ça va vous permettre en plus de nicher davantage. Donc, au lieu de s'attaquer, parce qu'au début, la facilité, c'était un petit peu généraliste, ou de manger à tous les râteliers en se disant, comme ça, je vais pécho plein de clients. Mais voilà, c'est pas des Pokémon, hein, donc il vaut mieux ressortir le débat et se dire, voilà, où est-ce que je suis bon? Pourquoi les personnes elles viennent à moi?
Qu'est-ce que les gens aiment en moi quand les gens me caricaturent? Parce que parfois, on n'aime pas quand les gens me caricaturent. On se dit, ouais, ils se moquent de moi. Mais en fait, c'est une personne vous caricature, ça, c'est de l'or. Ça veut dire que le mot, quand on se dit, bah tiens, telle personne a dit ce mot-là, mais c'est génial. Ça veut dire que ce mot-là, il faut en jouer, il faut en abuser parce que c'est un truc qui appartient à vous. C'est une petite mimique, c'est un petit. Ça, donc, faut reconnaître un petit peu ces mimiques, ces gestes ou les choses qu'on dit souvent qui n'appartiennent qu'à nous et s'en servir et avoir ce style. Et surtout, un coup qu'on a conscience de tout ça, c'est l'assumer et le jouer à fond. Parce qu'en fait, vous jouez votre propre personnage. Et souvent, en fait, il y a un problème dans la différenciation, c'est que tout le monde veut se différencier, mais personne ose. Moi, j'ai beaucoup de clients, ils viennent à moi pour se différencier. Ils me disent, Lucie, moi aussi, je vais me démarquer, je vais sortir du lot, je vais marquer les esprits, j'y arrive pas, j'ai plein de concurrents. Ouais, ils me disent plein de choses. Ils me disent, voilà, je veux pas faire comme tout le monde. Et comme tu dis, je veux zaguer, je veux être un zagueur. Parce que j'aime bien dire, quand les gens ziguent, bah vous, il faut aller zaguer. Ça veut dire, on va aller à contre-courant. Quand les gens ils vont à droite, aller à gauche. C'est peut-être contre-intuitif, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais finalement, vous allez sortir du lot et marquer davantage les esprits et attirer les bonnes personnes. Attirer 10 000 personnes, il vaut mieux en attirer beaucoup moins, mais qui sont engagées et qui vous suivent parce qu'ils vous aiment et parce que il y a un truc en plus et qui se disent, bah voilà, c'est ce marketing-là que je veux, c'est ce message-là que je veux, je me reconnais, ça, le job est fait en fait. Il ne faut pas se tromper de combat, on se trompe de combat avec le nombre de followers, le nombre de likes, le nombre d'abonnés sur Instagram, ça ne veut rien dire en fait. Les gens sont volatiles, versatiles, ils voient un petit peu son volage. Sur Instagram, c'est pas parce qu'ils sont abonnés à mon compte qu'ils ne sont pas abonnés aux autres en fait. Donc, il y a des guerres comme ça qui sont pas bonnes. Le nombre de vues, le nombre de vues des vidéos. Alors ça, c'est pareil, c'est un mauvais combat. Les gens qui disent, ah, ma vidéo, elle a été vue, est-ce qu'il y a de l'engagement dessus? Est-ce qu'il y a des interactions? Est-ce qu'elle a été partagée? Il vaut mieux que ça soit moins vu et que ça soit un petit peu plus niché, on va dire, avec les bonnes personnes plutôt que généraliste. Et finalement, ça passe à la trappe. Donc ça pour dire que votre branding, en fait, vous allez un petit peu plus nicher le business et cibler davantage et avoir un message qui va correspondre à cette cible. Et là, vous allez pouvoir en jouer davantage et avoir un message qui va passer et qui va en plus se propager parce que ces personnes-là qui vous suivent vont être vos meilleurs ambassadeurs. Et ça, c'est génial. Et comme ça, vous n'avez pas besoin en fait d'aller prospecter, d'aller quémander, des likes, etc. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Et c'est ce que j'appelle aussi le marketing attractif. Moi, je déteste prospecter. J'ai pas le temps et en plus, je déteste ça. Pourtant, je suis formée en technique de vente, en psychologie de la vente parce que j'adore. Mais je me suis formée à ces techniques. Pourquoi? Parce que justement, j'aime pas prospecter. Donc, autant prendre des raccourcis différenciants qui correspondent à ma personnalité, qui va être d'attirer les gens plutôt qu'aller vers eux. Mais ça, c'est ma façon de faire. D'assumer ses. Je pense que des fois, on a des choses où on a l'impression que de l'extérieur, on va être jugé pour ce qu'on est. Sauf qu'au quotidien, on est, moi j'appelle ça être un petit peu des fois le cliché de ce qu'on est, mais c'est-à-dire que si on vous dit que vous êtes, moi on me dit souvent que je suis très énergique, que je parle souvent très cash, donc j'ai appris par exemple tous mes produits cash quelque chose. Au début je trouvais ça bizarre, je le prenais mal quand on disait que j'étais cash parce que j'avais toujours l'impression que pour moi être cash avait quelque chose de très vulgaire. Sauf que les gens, quand ils me le disaient, ne pensaient pas à ça du tout. Donc déjà, distinguer ce que les gens... pensez déjà que les gens, la plupart du temps, quand ils s'expriment auprès de vous, sont bienveillants, ne cherchent pas forcément à vous dire des choses mauvaises. Et la deuxième, c'est que du coup, c'est aussi ma marque de fabrique. Donc mon rôle, c'est d'autant plus, même quand des fois, j'ai pas forcément envie, c'est d'assumer ce côté authentique, de dire les choses, ou de dire des vérités, ou de dire des choses que certaines personnes n'osent pas dire. Donc c'est devenu une marque de fabrique comme une autre. Mais au départ, c'était pas du tout naturel. Et ben, c'est ce que tu dis exactement quand tu dis partez dans un sens, partez dans l'autre, ou écoutez ce que les gens ont à vous dire. Si vous voyez qu'il y a une remarque qui revient souvent quand on vous définit sur votre façon de communiquer, jouez-en à partir du moment où et même si c'était un défaut, j'ai envie de dire, moi qui prenais pour un défaut, je parlais de ce côté cash, à la limite, c'est pas très grave. Voyez qu'est-ce que ça crée comme réaction chez l'autre qui vous distingue des autres finalement. Je pense que ça marche et puis en plus ça s'affine parce qu'on peut changer. Et puis on n'est pas marqué au fer chaud non plus. Je veux dire, on peut être comme si puis voilà, on peut changer à un moment ou à un autre tant qu'on est aligné au moment où on le fait. Je pense que c'est ce qui compte. Bien sûr. En fait, c'est ça, le maître mot. En fait, moi, je vais être un peu plus cash sur le coup.
C'est de dire qu'en fait, quand on a un message, quand on a des défauts, des qualités, il faut les assumer, en fait, et les assumer à fond. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'alignement, mais c'est bien d'être aligné, mais c'est bien de l'assumer ensuite. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup de clients qui n'assument pas, qui sont alignés, qui veulent être authentiques. Alors, je vais encore casser ça. On n'est jamais authentique, en fait. Donc ça, c'est une quête, c'est une mauvaise quête, encore une fois. Votre message doit être authentique, ça veut dire avec des valeurs, avec des de cœur dans votre message. Le message, il est authentique et c'est OK, c'est parfait comme ça. Vous ne serez jamais authentique parce que du moment où on est sociabilisé, on n'est jamais authentique. Et heureusement, parce que si on était authentique, ça veut dire, alors, dans les bouchons, on tuerait des personnes. Dès qu'on est énervé, on mettrait des claques aux gens. Mais tu sais, quand tu dis, mais je vais me le faire celui-là, ah, il m'a vénère, ah, ceci, quand on est en colère, heureusement qu'on est sociabilisé parce que si on était authentique, on serait des animaux. Donc, voilà. Bon. Donc, on n'est jamais vraiment authentique parce que du coup, on est quand même dans le contrôle. Et ce qui est normal. Ça serait bizarre quand même aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a cette quête d'authenticité qui est un prétexte pour se dire oui, moi, je vais être authentique, j'ai un business authentique. Ouais, et authentique. Vous, soyez vous-même en fait. On s'en fout d'être authentique parfait. Parfait, on ne le sera jamais. Authentique, on ne le sera jamais non plus. Par contre, on peut être soi-même avec des qualités, avec des défauts. Parfois, on sera énervé, parfois, on sera joyeux, parfois, on sera triste. C'est ça. C'est aussi être humain en fait. Et c'est OK. Donc, faut pas faire la personne toute lisse. Et du coup, je me suis notée aussi par rapport à ça, pourquoi il faut se différencier et pourquoi c'est aussi dur de se différencier en fait. Parce qu'il y a un petit côté cerveau et influence sociale, c'est que le cerveau, quand il est en mode survie, il veut nous protéger. Et donc, pour nous protéger, il faut être dans le groupe, il faut être toujours dans ce groupe. Et si on sort du groupe, ça veut dire qu'on n'est plus protégé en fait. Si on sort du groupe, on est en danger. Parce que ça veut dire que, hop, on a dit aux autres, stop, moi je suis plus des vôtres, je pars. Donc, on prend le risque de ne plus être aimé, de ne plus être protégé, et notre survie, elle en prend un coup. Donc, tout ça, c'est inconscient, encore une fois. C'est toujours inconscient. Mais, inconsciemment, on ne veut pas sortir du lot parce qu'on a toujours ce cerveau qui nous dit « Ah oh, attention, danger, danger, danger. Si je sors du lot, on va prendre le risque d'échouer, d'être pas aimé, d'être critiqué, et ça fait super peur. » Et moi, j'ai beaucoup de clients qui ont conscience qu'ils doivent sortir du lot s'ils veulent assurer la pérennité de leur entreprise. Mais par contre, ils n'osent pas parce qu'ils me disent, si je ne fais pas pareil que les autres, en fait, ils veulent se différencier en faisant pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon e-book « Pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres ?» Parce que tout le monde veut se différencier, mais en imitant son petit voisin. Et là, on se dit, c'est pas très logique, quelle histoire. Non, mais c'est vrai, on a tendance des fois, la plupart du temps, on sait ce qu'il faudrait faire et on fait l'inverse de ce qu'on en sait parce qu'on est ramené on est ramené justement à des peurs dont on ne dit pas forcément non parce qu'on est conditionné comme ça depuis tout petit. La notion de sortir du lot, c'est d'autant plus marquant, je crois, à l'adolescence. À l'adolescence, d'être le mouton noir, mais c'est la mort sociale. Parce que irrationnellement, avant, sortir du groupe, effectivement, quand c'était à, je sais pas, 10 000 ans, c'était de ne pas pouvoir se nourrir et profiter de l'effet de groupe pour pouvoir se protéger. Mais là, aujourd'hui, on peut vraiment tuer socialement quelqu'un si vous êtes un peu marginal. D'ailleurs, la manière dont on parle des marginaux est assez terrible. Et donc, c'est pas une fausse crainte, c'est pas une fausse peur, mais il faut poser le pour et le contre et aussi voir à quel point des fois cette peur concrètement peut vous apporter quelque chose de très positif, surtout lorsque l'on cherche à se différencier, surtout lorsqu'on assume ce que l'on fait. Je veux dire, après tout, vous n'êtes pas en train de vous renier, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose dont vous n'êtes pas fier. Moi, j'essaie toujours de me dire, voilà, est-ce que si je fais quelque chose, si je le dis, peut-être que je serai en désaccord avec moi-même dans 10 ans, mais au moment où je le dis, est-ce que tu es d'accord? C'est ce que je tiens à le dire parce que il y a plein de personnes qui ont peur avec les réseaux sociaux, se disent, ouais, mais tout est inscrit. Dans 5 ans, on va retrouver ce que j'ai dit. Moi, j'évolue, je change d'avis, je change d'opinion, j'assume le fait de changer d'opinion aussi. Il paraît qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais donc, du coup, est-ce que à un instant T, je suis convaincue de ce que je fais, je suis capable de l'assumer? C'est important. Et si je dois changer d'avis, je changerai d'avis en disant, oui, j'ai changé d'avis. Et c'est pas grave parce qu'il y a aussi une notion de stabilité. On en parlait tout à l'heure de la construction d'une marque, ça se fait sur la longueur. Et à côté de ça, du coup, on se restreint dans une espèce de, comment dire ça,
de moule, en fait. Donc, on veut même plus en sortir. C'est-à-dire que maintenant qu'on y est, on peut pas sortir du lot. Et puis, une fois on a sorti du lot un petit peu, on peut plus en bouger parce que tu comprends, il faut montrer aux gens qu'on est sérieux, fiable, etc., etc. Alors, le but, c'est pas de changer tous les 4 matins non plus. Mais voilà, donc de pas avoir peur de se dire qu'on peut changer de choses, de changer de couleur, comme les marques qui changent de logo régulièrement. C'est pas la fin du monde. Je sais que c'est souvent un grand sujet, mais des fois, c'est aussi un réalignement. Enfin, alors là, c'est parce que tu parles de super-héros, mais je parlais du logo de Batman qui a changé un nombre incalculable de fois. Et pourtant, on reconnaît toujours et les fans de ce comics-là ne sont pas perdus. Mais surtout qu'on peut changer, en fait. La marque peut évoluer, hein. C'est vrai qu'on n'est pas dans des cases, rien n'est figé. Moi, j'ai des clients pareils qui me disent, mais j'ai peur de m'enfermer dans un truc. Et je leur dis, mais rien n'est figé, on s'enferme dans rien du tout. Demain, si on a envie de changer de stratégie, de direction ou même de vision, on peut le faire. Par contre, il faut que ça reste cohérent. Donc, cohérence, c'est vraiment le maître mot. Il faut rester cohérent et communiquer. C'est juste qu'il ne faut pas faire les choses dans son coin pour que les gens ne comprennent rien, en fait, de se dire, tiens, ça va passer à la trappe. Non, dès qu'on fait un changement, on communique. Dès qu'on fait quelque chose, on communique. Dès qu'un petit point de vision, ou même si on a un doute, on communique. Plus on communique, plus on sera en accord avec notre cible et avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment on a tendance à pas vouloir communiquer, à pas oser communiquer. Mais encore une fois, il faut tout assumer. Nos décisions, nos choix, nos changements, nos virages. Et si on les assume, les gens en fait seront encore une fois, je veux dire, bienveillants. Et tant qu'ils comprennent, ils vont pas être dans la critique ou caisse. Par contre, quelqu'un qui ne comprend pas va être beaucoup plus dur. Parce qu'il va dire, mais je comprends pas, là on m'a perdu. Il faut être facilitateur. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis et voilà, tu peux marquer les choses sur les réseaux sociaux. Je voulais aussi reprendre un petit peu réseaux sociaux et marque ou branding. C'est qu'à un moment donné, on est responsable, nous en tant qu'émetteurs, on est responsable du message qu'on envoie. Donc, par contre, on a une responsabilité dans ce qu'on envoie. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on travaille son branding et son message, il faut être en accord avec et faire quand même attention. Moi, je sais que je laisse jamais la colère ou la tristesse parler. Mes émotions ne parlent pas quand c'est pour mon business, parce que je ne voudrais pas le regretter non plus. Alors, je sais que je suis humaine, mais je me dis, est-ce que ça, il y a un réel intérêt? Est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que ça doit être dans mon business ou pas? Sinon, je l'enlève et j'écris un texto à une copine, hein, si je veux juste passer un coup de gueule. Ça démange. Je réfléchis quand même parce qu'on a, ça démange. On a une responsabilité là-dessus. Donc, et ça, je voudrais que les personnes en prennent conscience parce que, encore une fois, en communication, l'émetteur est responsable du message qu'il envoie. Et souvent, les gens me disent, ouais, je fais passer des messages, mais les gens ne comprennent rien, les gens sont bêtes, ils sont nuls. Non, en fait, c'est nous. Si on est émetteur, si les gens ne comprennent pas, il faut s'assurer soit qu'ils comprennent, soit faire des feedbacks, soit changer de vocabulaire. Mais tout part de l'émetteur. Et ça, c'est important à comprendre, surtout si on veut se mettre dans une stratégie de branding, en fait. En fait, ce qui compte, c'est pas ce que A dit, c'est ce que B comprend. Et en fait, vous êtes, ça peut arriver que ce que vous dites ou ce que vous cherchez à faire passer comme message ne soit mal perçu. Mais quoi qu'il arrive, même si on peut bêtement se dire c'est parce que les gens sont plus stupides, peut-être, mais c'est à vous d'adapter votre niveau de communication pour que les personnes comprennent exactement ce que vous voulez faire passer comme message. Donc, ça peut changer le médium, changer les mots. Quand je parle de médium, ça peut être de l'écrit, de la parole, des images, parce que des fois, un même message, selon un canal de communication différent, ne sera pas interprété tout à fait de la même manière. Il y a des émotions qui peuvent passer, des fois plus que de raisons ou pas assez. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est ce que B, donc en fait, c'est ce que vos interlocuteurs comprennent. Lucie, il y a une question qui a été posée par Joline qui demande sortir du lot, mais comment? L'innovation, une sensation que tout cela freine énormément. Freine énormément. Ok. Super question. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui freine beaucoup de personnes. Se dire que tout a été déjà fait, tout a été déjà dit. Et du coup, on ne sait pas quoi faire parce qu'on a ce fantasme de réinventer la roue en permanence. Moi, je l'ai eu aussi, en fait, ce fantasme de réinventer la roue, nouvelle start-up, nouvelle application, nouvelles choses, des trucs jamais vus, des trucs super avant-gardistes. Et non, en fait, c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la roue, hein, qui est souvent repris
par tous les marketeurs, mais c'est vrai que c'est quand même un bon exemple parce qu'il a été la première roue a été, je crois, créée en 3000 avant Jésus-Christ, ou je ne sais plus, au temps des Sumériens, donc ça devait être il y a très très longtemps. Et pourtant, ça évolue entre-temps, mais on se dit que la première valise à roulettes a été créée dans les années 70, quoi. Donc ça veut dire que la roue, ça fait très très longtemps qu'elle existe, et la valise à roulettes n'a été que inventée dans les années 70. 5000 ans. Donc, moi, ça m'a fait un changement ça m'a fait switcher mon cerveau en me disant, putain, mais il y a des trucs qui existent depuis très 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 longtemps, et finalement, on peut les adapter, parce qu'en fait, il y a tellement d'innovations, il y a tellement de choses, qu'on peut servir de l'existant sur des choses innovantes. On peut servir de l'existant vu différemment. Et dans tous les business, en fait. Et dans un business, des attaques qui n'ont pas été vues, parfois, en fait, pour sortir du lot, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien connaître la demande. Parce que, pareil, encore un fantasme, c'est qu'on a tendance à penser, on se dit, waouh, j'ai la meilleure solution, j'ai la meilleure méthode, j'ai le meilleur truc. Et on se dit, mais il y a une demande là-dessus? Bah non, mais l'offre, elle est trop bien. Bah oui, mais s'il n'y a pas de demande. Donc ça veut dire qu'au lieu d'inventer des solutions, tu inventes des problèmes pour que les gens aient des problèmes pour leur rendre une solution. C'est un peu tiré par les cheveux. Ça, c'est un peu le fantasme de certaines personnes aussi. Inconsciemment, ils voudraient changer de paradigme. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai eu ce fantasme. Je suis passée par là et après, tu te dis, merde, c'est pas le bon combat. Mais c'est pas grave, faut passer par là. Et sur tous les marchés, en fait, donc faut bien connaître le marché. Donc, quand on s'intéresse à un marché, c'est de se dire, tiens, mon marché, il faut que je le connaisse. C'est quoi les chiffres clés? C'est quoi les infographies? C'est quoi les tendances? Moi, je m'intéresse au marché de fond en comble et j'étudie les business models des entreprises qui réussissent le mieux sur ce marché. Et après, c'est de connaître tous les problèmes des parle et surtout de se dire quelles sont les solutions existantes, quelles sont les failles sur le marché. Et en fait, il y a un moment donné, on peut se dire, bah tiens, sur le marché qui est un peu plus généraliste, peut-être que là, il y a une petite entrée pour moi parce que peut-être que j'ai un angle différenciant, peut-être qu'il y a une cible qui a été oubliée, peut-être qu'il y a une communauté qui a été oubliée, peut-être qu'il y a un problème qui a été un petit peu oublié ou mal appréhendé. En fait, il faut étudier le marché. Mais le problème, c'est que on passe souvent, en tout cas, on passe. Il y a beaucoup de personnes que je connais, notamment des clients, dès que je leur parle d'études de marché ou d'aller un petit peu palper le marché, ils font la gueule, ils n'aiment pas. Alors que c'est pas, faut le prendre comme un jeu, en fait. Au marché. Parce que c'est là que vous avez tout ce après, c'est vos clients qui vous font vos produits, en fait. C'est en étudiant le marché que le produit vient tout seul. Et vous vous cassez beaucoup moins la tête. Donc, pour répondre du coup à Violine, sortir du lot, on peut sortir du lot par son caractère, on peut sortir du lot par sa façon de penser, on peut sortir du lot par sa façon de voir les choses, de faire les choses, de réinventer des choses, de combler les failles du marché sur une cible spécifique. On peut tous sortir du lot parce qu'il y a beaucoup qui copie-collent des modèles existants. Tu as beaucoup qui se contentent de refaire les mêmes choses. En fait, avec sa petite... si on a conscience du pouvoir de sortir du lot, il y a vraiment de place à prendre parce qu'il y a très peu de gens qui aiment et veulent et assument sortir du lot. C'est surtout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se freiner. C'est surtout ça. Ouais. Parce que... et je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que tu as dû entendre ça, toi, Stéphanie, en tout cas. Les gens, ils ne passent pas à l'action, mais ils ont plein d'idées. Il y en a plein autour de nous. Moi-même, j'ai plein d'idées. Parfois, je ne passe pas à l'action pour autant parce qu'on ne peut pas être partout. Et puis un jour, il y a un truc qui sort, une idée de ouf, genre un blabla-car, un machin comme ça, et t'as une personne, elle te dit, putain, c'était mon idée, il y a 4 ans, je voulais le faire, ils ont volé mon idée. Oui, mais on a tous les idées, mais à un moment donné, il faut y aller. Et ça se trouve, cette personne-là, qui n'est pas passée à l'action, c'est dire, mais ça va jamais sortir du lot, nanani, nanana. On peut très bien sortir du lot avec des slips français. Donc, en fait, on peut sortir du lot avec n'importe quel produit. Ouais, on peut, et puis en fait, ce qui compte, c'est ça, c'est Khadija qui demande de dépasser le fameux syndrome de l'imposteur. En fait, il y a aussi la vitesse d'implémentation. Il y a la vitesse d'implémentation d'un côté, et puis votre capacité à implémenter une idée, de sortir de l'immatériel, du conceptuel que peut être une idée, et à la mettre sur le marché. Parce que, en tout cas, moi, j'assume, je sais pas pour toi, Lucie, mais si ça s'est déjà arrivé, mais des fois, j'ai des idées, c'est genre trop génial. Et puis le simple fait d'en parler avec un autre entrepreneur, il me regarde avec des yeux comme ça, l'air de dire mais je sais pas de quoi tu parles, mais c'est foireux ton truc. Et ou alors du coup je vais essayer d'en parler un petit peu sur les réseaux sociaux, voir un petit peu comment ça réagit. Et là bide complet. Et je me dis bon bah c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et à l'inverse, il m'arrive des fois
J'ai un truc, je pourrais pas en parler, mais je me dis ça, j'ai une petite idée comme ça, mais j'y crois pas trop. Et puis, et ça accroche énormément. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'était aussi bête. Pour rester dans un exemple concret, c'est Dyson. Le mec de chez Dyson, moi, me fascine parce que faire des aspirateurs qui font pas de bruit et maintenant faire des sèche-cheveux qui font pas de bruit, je crois que personne n'avait émis l'idée que l'aspirateur, ça faisait trop de bruit. Après tout, vous êtes en train de faire le ménage, c'est pas une partie de plaisir, plus vite c'est fini, mieux c'est. Et le mec arrive à vendre des aspirateurs, mais 2 fois, 3 fois le prix du marché, juste avec une seule promesse. Ça fait pas de bruit. Et donc, du coup, ça aspire aussi bien que les autres, voire mieux. Et en fait, bah, ce genre d'idées comme ça, bah, il faut les confronter au marché, il faut le tester et pas se dire, le mec, il s'est pas dit, enfin, l'aspirateur existe depuis déjà 50 ans, on a déjà tout fait, le sans sac avec sac, à roulette, on a déjà mis tous les accessoires possibles et inimaginables, et pourtant, bah, son truc fonctionne parce qu'il s'est dit, tiens, comment je vais faire pour faciliter la vie des ménagères et ménagers sur le marché, et donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit silencieux. Et aujourd'hui, Dyson prend énormément de parts de marché, et en plus arrive à vendre leur innovation de juste avoir réduit le bruit. C'était pas, alors technologiquement c'est beaucoup, ça demande quand même un peu de développement, mais c'est pas non plus une idée de ouf quoi. Voilà. Non, mais et tu vois, par rapport à ce que tu dis, il y a un truc aussi qui est super important en, en branding ou quand on veut tester une nouvelle idée, c'est vraiment réfléchir. Donc, ok, on a la promesse, l'angle différenciant, palper le marché, etc. Et après, de se dire le positionnement qui est super stratégique, parce que si on fait du haut de gamme, c'est qui la cible, est-ce qu'elle est prête à acheter, elle est où dans la pyramide de Maslow, par exemple, parce que les gens n'ont pas les mêmes besoins, et de se dire, bah voilà, est-ce que je me spécialise, est-ce que je me généralise, qui est ma cible, ou qui je vise, qui je veux viser, et qui j'assume de viser. C'est super important parce que du coup, un positionnement peut changer tout. Ça va changer les tarifs, ça va changer, en fait, ça va changer la solvabilité, la rentabilité de l'entreprise. Il y a plein de petits points comme ça, en fait, à se... Ouais, il faut se poser les bonnes questions, en fait. Et du coup, il y avait la question de Khadija sur le syndrome de l'imposteur. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on y passe tous. On a beau dire, on oublie parfois, mais c'est vrai qu'on l'a tous, à un moment donné, le syndrome de l'imposteur. Et finalement, je crois que c'est en passant à l'action qu'il disparaît. Parce qu'en fait, quand on passe pas à l'action, bah, on est dans ces espèces de peurs, et on se compare aux autres, et on se dit non, je serai jamais à la hauteur. Et moi, le déclencheur, c'était, comment il s'appelle le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, qui disait si vous n'avez pas honte de votre produit quand il sort, c'est que vous l'avez sorti beaucoup trop tard. Et du coup, cette phrase, je me suis dit, oh, mais moi, je ne sortais jamais rien parce que j'avais honte. À chaque fois, je me dis, mais non, c'est pas assez bien, c'est pas assez abouti, c'est pas assez fini. Et quand j'ai compris ce qu'il a voulu dire, je me dis, mais si j'attends que ce soit parfait, en fait, dans 10 ans, il y a encore, en fait, parce que ce sera jamais parfait. Ce sera pas le bon et quand il a dit ça, bah, parce qu'en plus, quand tu évolues, bah, tes exigences, elles évoluent. Donc, en fait, c'est une histoire sans fin. Donc, le truc, cette phrase, je me la suis répétée, je me la suis notée sur mon bureau et je me suis dit maintenant, fuck la perfection. Et ça m'a beaucoup aidé. Et de me dire, je lance les trucs. Et si c'est un pré-lancement, ben, il y aura un tarif de pré-lancement qui va avec pour justifier. Et ça sera mis à jour au fur et à mesure jusqu'à ce que le produit, bah, il prenne. Et finalement, bah, toutes les marques fonctionnent comme ça. Les marketeurs fonctionnent comme ça. Et finalement, c'est normal. Et en plus, les premiers clients sont contents parce qu'ils sont pionniers, ils ont un lancement, un tarif de pré-lancement. Tout le monde est content, en fait. Et pendant ce temps-là, on fait aussi notre notoriété. Donc, en fait, le syndrome de l'imposteur, pour le dépasser, c'est de passer à l'action et de prendre confiance, en fait. Parce que plus on passe à l'action, bah, plus on prend confiance. Qu'on se plante ou qu'on se plante pas, peu importe. Parce qu'après, on s'ajuste avec le temps. On a de l'expérience, donc du coup, les raccourcis ou pas. Et on n'a plus peur de se planter. Et finalement, en plus, on va dire, on partage notre expérience avec les autres. Donc, on a le petit côté un peu héros, même si c'est le héros qui se plante un peu, c'est pas grave, parce que tous les héros se plantent. Et au contraire, c'est cool. Donc, du coup, je pense que le syndrome de l'imposteur, on l'a. Et pour le dégommer, ce syndrome, il faut passer à l'action. Des petites actions qui vont faire que vous prenez confiance en vous. Et moi, je l'ai eu, ce syndrome de l'imposteur. Donc, je crois que je n'ai pas un seul c'est normal, je pense. Je ne l'ai pas eu, sincèrement. Ouais. D'ailleurs, il y a un c'est ça. qui disait ça dans la musique. Enfin,
Si vous n'avez pas le tract avant de monter sur scène, c'est que vous n'avez pas de talent. Et je pense que, en fait, on revient à cette histoire d'ego. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de branding, l'ego, etc. Euh, c'est honorable déjà de vouloir donner le meilleur de soi et de pas forcément être fier de ce qu'on fait. Mais au moins vous le faites. Et comme tu disais, je rattache ce que tu disais tout à l'heure, Lucie, sur le fait de communiquer. Communiquer, tout simplement, humblement, sur le fait que vous êtes en train de faire un pré-lancement, que vous allez améliorer certaines choses avec l'aide de votre communauté, de vos premiers acheteurs. En plus, les gens, la plupart du temps, sincèrement, sont très bienveillants. Enfin, je veux dire, à part vraiment le hater, mais bon, son rôle, c'est de haïr les gens. Donc, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche. Et le troll qui a juste du temps à perdre, mais à partir du moment où il paye, j'ai presque envie de dire que les gens ne sont pas dans cette psychologie-là. Sinon, ça veut aussi dire qu'en termes de branding, en termes de message, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair aussi. Parce que si vous attirez à vous des gens qui sont particulièrement désagréables avec vous, il y a peut-être quelque chose à revoir dans la communication. Parce que la plupart du temps, les gens restent malgré tout bienveillants. Je reprends Apple parce que c'est facile, ça parle à tout le monde. Mais le premier iPhone, quand on voit ce qu'ils ont fait par la suite, c'était absolument. Alors c'était une innovation avec le côté tactile et pas de clavier, mais il était hautement perfectible. Et encore aujourd'hui, même s'ils ont tendance maintenant en termes de communication un peu des choses, donc les gens leur en veulent, mais on va dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la communication qu'ils avaient avec leur communauté était de dire on va s'améliorer et on vous promet ça pour les prochaines fois, fait qu'ils ont continué à faire grossir leur communauté et à les emmener à acheter d'autres choses parce qu'il y avait une forme d'indulgence. Maintenant, si je peux me permettre de dire sur Apple, petite étude de cas, c'est qu'aujourd'hui, Apple a considéré peut-être un peu trop comme acquis la communauté et que maintenant la communauté trouve que voilà, quand on apprend qu'il y a des petits mensonges qui sont dits à la population, ce genre de choses, c'est dans ce genre de situation qu'elle se retourne contre vous parce que vous les trahissez. Mais au tout départ, le fait de la jouer franc jeu en disant voilà, on sort une innovation, on la teste comme ça pour voir si ça vous plaît, mais si on voit que ça vous plaît, on continue, bah en fait, les gens sont OK et achètent. Ils sont même prêts à payer des fois plus cher parce qu'ils ont l'impression de participer à un mouvement, en fait, avec vous. Ouais, il y a l'appartenance, en fait. Alors, du coup, on va passer à la dernière question. Pardon. Je veux nuancer quelque chose. Ouais, tu parlais de Apple et de la communauté, etc. Il y avait deux choses, en fait. Je voulais nuancer deux choses. En fait, moi, si tu me donnes ça, je prends le bras. Ouais, deux choses, tu disais, ouais, la communication. Donc, ouais, comme je disais aussi, il faut communiquer. Les gens n'aiment pas les faux semblants. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir un super branding et un jour, on veut pas dire nos fautes, on veut pas dire nos erreurs, nos échecs ou nos ratés, parce qu'on a tous des ratés. C'est pas grave, il faut communiquer. Moi, je suis pour la transparence. Alors, je suis pas pour tout dire dans un business. Par exemple, c'est vrai que la vie personnelle, son mariage, ses enfants, moi, c'est pas quelque chose que je mets en avant. Il y a des gens qui aiment bien, mais voilà. Par contre, en business, moi, j'aime bien la transparence. Ça veut dire que s'il y a un truc, il y a un échec ou un raté ou même, je sais pas, une plateforme qui a merdé, faut dire, faut rassurer les personnes, en fait. Leur dire, voilà, les rassurer. Et ça, c'est bien parce que les gens n'aiment pas les faux semblants. Et par contre, il y a des personnes qui aiment bien jouer les gens parfaits. Moi, je rate jamais, moi, je n'échoue pas. Donc, on invente des petits mythos, on essaye de mettre de la pommade. Mais sauf que ça se voit, les gens sont pas dupes sur les réseaux sociaux, tout se sait. En fait, les gens savent tout. Donc, ça sert à rien de jouer une personne qu'on n'est pas. Il vaut mieux assumer. En plus, les gens adorent les défauts. Ça rend humain, en fait. Alors que la perfection, ça rend pas du tout humain. Donc, il faut humaniser la relation. Et les gens se disent, mais tiens, bah, lui aussi se plante, c'est cool, ça me rassure parce qu'on est peut-être un petit peu pareil. C'est les gens parfaits en plus. Donc, ça rassure. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, en fait, à communiquer avec votre audience, même sur les ratés, pas que sur les trucs bien. Parfois, il faut se dire, mais moi aussi, je me suis plantée, et c'est OK, c'est pas grave. Et voilà, il n'y a pas de honte, il n'y a pas, au contraire, je trouve que c'est un gage de partage et de confiance. Et du coup, ma deuxième nuance, c'est par rapport aux marques. Tu parlais de Apple qui a pris pour acquis sa communauté, je suis d'accord avec toi. Il y a une autre marque qui est très bonne là-dessus, en fait. Ça fait longtemps que cette marque ne devrait plus communiquer, en tout cas parce que ça lui coûte très cher, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, c'est le leader sur le soda, donc sur le Coca-Cola, sur cette marque, sur le cola plutôt. Et ils sont leaders du marché. Alors après, on n'aime pas Coca-Cola, c'est pas le débat en fait.
Mais ils ont eu l'intelligence de se dire, OK, on est les leaders sur le marché depuis très, très longtemps. Par contre, on va toujours communiquer, on va toujours faire de l'innovation, on va toujours penser à notre communauté, à faire des pubs, le partage, la jeunesse, la fête, rajouter un zéro, penser sans limite. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de ça, hein. Ça leur coûte très très cher la publicité. Mais ils ont besoin d'être présents parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas prendre leur communauté pour acquise. C'est ça. Il y a d'autres marques sur le marché. Coca-Cola, peut-être qu'il y a quelques années, c'est à la mode. Et s'ils ne communiquent plus, ça se trouve, ça va se démoder. Alors que là, en étant toujours en train de mettre du budget dans les supermarchés, sur les événements, à la télé, au cinéma, ils sont partout, Coca-Cola, les têtes de gondole, etc. Et ils promotionnent vachement bien leurs produits. Et ils ne le font pas pour vendre, parce qu'ils le vendent sans faire de pub. Et par contre, ils communiquent pour être présents dans l'état d'esprit, parce qu'ils ont compris que le premier, c'est aussi le premier qui marquait les esprits. Et ils savent que les autres qui vont faire du cola, il peut être meilleur, le cola, on s'en fout, parce que Coca-Cola, c'est le meilleur dans la tête des gens. Ça, c'est très fort de faire ça, d'être le meilleur dans la tête des gens. Et tous vos concurrents, en fait, ils vous ramènent de la pub à vous. Être le meilleur, ils ne passeront pas au-dessus, parce ils vous ont marqué l'esprit. Ça, c'est une loi du marketing et qui est vraiment très forte et qui est très intelligente. Voilà, c'est ma cible branding Coca-Cola, très réussi. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis je trouve que le parallèle humain qu'on peut faire à notre échelle, c'est garder le contact comme on le ferait quand on garde le contact avec les gens qu'on aime. A priori, vos clients et votre communauté, vous les aimez. Moi, je parle beaucoup d'amour. Alors, des fois, je parle pas forcément de ma vie personnelle. Enfin, je parle pas du tout de ma vie personnelle parce que c'est pas intéressant. Mais je parle de manière un petit. Alors, c'est va être ma session cucul à praline, mais si vous êtes, si vous aimez les gens ou ce que vous faites, ça vous paraît normal de garder le contact avec eux. Et tu as dit un truc qui me fait rebondir, c'est que vous n'êtes pas obligé de vendre en permanence, être en mode promo. Mais vous pouvez. Moi, par exemple, là aujourd'hui, je vais vous dire très sincèrement, je n'ai rien à vendre. Voilà. Je fais ce live, je n'ai rien à vendre. Mais pourquoi je le fais? Je communique, mais parce que je me dis, waouh, j'ai pas mal de questions qui reviennent. Comment je peux faire pour que vous soyez contents de garder, de regarder un petit peu comment je peux créer mon entreprise? Parce que moi, j'ai des personnes à vouloir créer leur entreprise. Elles se posent des questions. Donc, bim, je pense à, dans mes contacts, quelqu'un qui peut le faire. Vous voyez, j'étais en promo jusqu'à la semaine dernière. Je crois que ceux qui me suivent sur ma communauté l'ont vu. Mais, le fait de garder le contact sur ce qu'on fait, c'est vraiment garder le lien avec les gens. Et je pense qu'à un moment donné, quand on parle de marketing, on a tellement l'impression que c'est une espèce de, je sais pas, de magie, de truc un peu très à part. On oublie que c'est du relationnel, en fait, avec les gens, avec et que les choses peuvent être assez simples. Les choses n'ont pas besoin d'être complexes. Donc oui, il y a des notions à comprendre. Mais moi, quand des fois, je sens que c'est hyper complexe ce que je suis en train de faire, je me dis, mais comment tu ferais pour vendre telle chose ou pour rester en contact avec telle personne dans la vraie vie? Quand j'ai besoin d'avoir des nouvelles des gens, j'écoute, je les appelle. Qu'est-ce que devient telle personne que auprès de qui j'ai pas eu de nouvelles? Je l'appelle. C'est rester en contact avec le marché. Tout à l'heure, la question c'était comment savoir quelles sont les problématiques des gens. Si vous les appelez pas, vous risquez pas de le savoir. Là, le fait que vous soyez là, on est en train de parler de branding de manière générale. Vous posez des questions, donc peut-être que moi, ça va me donner envie de trouver une solution pour vous. Voilà. Mais en fait, si je fais pas ce genre d'échange-là, je risque, ça va pas me venir comme ça tout seul. C'est parce qu'à un moment donné, on crée de l'échange. Donc, moi, je suis très transparente, donc je dis toujours tout, mais je ne sais pas. Des fois, c'est le cas, des fois, c'est pas le cas, mais peut-être que l'un d'entre vous, en posant une question ou pas, ou c'est peut-être parce que vous posez pas de questions, je vais me dire, en fait, ça les intéresse pas cette histoire, donc c'est peut-être pas la peine de creuser le truc. Ou à l'inverse, parce que ça crée des interactions, je vais voir comment je peux solutionner un problème. Vous voyez, donc on en revient toujours à rester en contact avec les gens, avec bienveillance, et tout se passe super bien. Du coup, Ça crée du lien, c'est super. oui, c'est important pour aimer les gens quand même, sinon. On va revenir à, du coup, à la dernière question qui était le storytelling, pardon, c'est quoi? Parce qu'on entend aussi beaucoup parler. Et je sais que moi, j'ai posé la question à Lucie dans le mode, il y a beaucoup de gens, donc on a parlé d'authenticité, etc. Mais le storytelling, du coup, les gens s'imaginent qu'il faut s'inventer une histoire. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on est dans le monde de Playmobil en avant les histoires ou est-ce que c'est autre chose? Alors, storytelling. Storytelling, c'est l'art de raconter les histoires et c'est vrai que les plus grandes marques l'exécutent très bien
et c'est des marques qui tiennent la route. En général, les marques du luxe l'ont très bien compris, donc ils arrivent à nous faire un univers un peu enchanteur. Et storytelling, alors, je vais répondre à tes multiples. Déjà, ce que le storytelling n'est pas, ce n'est pas un monologue, et c'est pas notre histoire à nous, c'est pas du je. En fait, Marguerite Duras disait, pour que vous vous intéressiez à moi, je dois vous parler de vous. Et en fait, c'est ça, le héros, c'est pas vous. Le héros, c'est votre cible, en fait, c'est votre client, c'est votre prospect, c'est lui le héros. L'histoire que vous racontez, il faut que ça soit son histoire, ses problèmes, son chemin, sa réussite. C'est vraiment lui qu'on met au cœur de l'histoire. Alors, on peut s'inspirer de son histoire, de ses valeurs, mais on ne parle pas de soi, c'est pas de l'autopromotion, en fait. Et par exemple, quand on regarde l'histoire de Nike, on n'a pas l'histoire de Phil Knight, on a l'histoire de Nike, on a l'histoire d'une marque qui est à la base une déesse, Mickey, qui est inarrêtable. Et toute leur communication, même si on ne connaît pas l'histoire de Mickey, cette déesse inarrêtable avec ses grandes ailes, qui finalement représente cette virgule, bah, c'est pas grave parce que les gens inconsciemment l'ont perçu parce que c'est le dépassement de soi, c'est ce qu'ils instaurent dans les pubs. Et Nike, ce qui est très fort, c'est qu'ils ne s'adressent pas forcément aux sportifs, mais aux gens qui veulent se dépasser. Peu importe tes envies, tes ambitions, voilà, les personnes motivées, si tu es motivé, rien ne t'arrêtera. Et c'est vraiment ça. Et dans leurs pubs, ils ne sont pas là pour vendre des choses, ils sont là pour raconter des histoires. Et vous, si vous faites du storytelling, c'est pareil. Votre storytelling, c'est pas pour vendre des choses, c'est pas pour raconter l'histoire en disant hey, appel à l'action, je te vends ça. Non, c'est de raconter une histoire, c'est pour que les gens adhèrent, se reconnaissent. Non, mais c'est le truc, parfois on te fait un truc et bim, t'as les trucs partout, des pop-up, des machins, des bidules. Je fais bien le pop-up, t'as vu? Je suis là, c'est ici, je veux, Non, le storytelling, voilà. Le storytelling, alors, on va utiliser des leviers qui vont être la séduction, les émotions pour rassurer, pour séduire, pour convaincre. Les émotions pincettes. Parce qu'en fait, dans les émotions, certains voient la manipulation. Moi, dans le storytelling, je ne vois pas le mot manipulation, je déteste ce mot-là. Donc les gens, il y a des manipulateurs, hein. Certes, on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi, j'aime pas la manipulation. J'aime le marketing où voilà, il y a un message et on va raconter une histoire qui va ressembler à une cible qui va s'identifier à ça. Si la personne n'a pas le besoin, voilà, faut pas essayer de vendre à tout prix ou de raconter des histoires dans le sens des balivernes. Parce que le storytelling, c'est pas l'art de raconter des balivernes. Voilà, quand on dit histoire, c'est vraiment l'histoire au sens où quand on était petit, on adorait les contes, on adorait faire passer des messages avec des histoires inspirantes. Là, le storytelling, c'est au lieu de raconter une histoire avec peut-être des mots simples ou des phrases simples, c'est de dire comment je donne vie à cette histoire, comment je fais vivre une expérience par rapport à une histoire, comment on arrive à se projeter comme si c'était un film un peu scénarisé où on vit quelque chose, on a envie. Le storytelling, c'est vraiment un art, c'est quelque chose, c'est tout en nuances. C'est vraiment faire passer les bons messages avec les bons mots, avec la bonne tonalité, avec la bonne émotion. Et quand je dis émotion, c'est pas forcément la peur, attention ou la culpabilité. Non, si on utilise la tristesse, c'est pour contrebalancer avec la joie. Donc, il y aura une happy end. Si on prend la peur, ce sera juste pour rassurer après. En fait, on dédramatise. Parce qu'on n'est pas pour faire du cinéma de l'angoisse ou un film d'horreur. C'est pas ça le storytelling. C'est vraiment une belle histoire. C'est raconter la belle histoire, la bonne histoire, celle qui vous ressemble, mais celle qui ressemble à votre marque et celle surtout qui ressemble à vos clients. C'est vraiment ce mélange-là. Et c'est ça qui va faire. Et surtout, il faut que l'histoire soit cohérente. Parce que si vous avez une belle histoire, mais que finalement, à côté, vous avez un slogan qui n'a rien à voir, ou un logo ou un visuel qui n'a rien à voir, ou que votre branding n'a rien à voir, en fait, ça va faire un soufflet qui va retomber. Tout doit être cohérent. Votre branding, votre storytelling, votre slogan, votre univers, tout doit arriver et se dire waouh, en fait, voilà, ça parle. En 7 secondes, je sais de quoi ça parle. Et je sais que la personne, elle a cet état d'esprit et c'est pour ça que j'aime. Donc ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit commun et le storytelling doit dépendre de cet état d'esprit. Ne faites pas du Nike si vous n'êtes pas, on n'est pas là pour faire les autres. Et un storytelling doit être unique. C'est l'histoire de votre marque, c'est pas celle du voisin. On va pas se prendre pour des grandes marques. On va s'inspirer de tous ces gens qui réussissent, de toutes ces marques qui réussissent et se dire tiens, moi c'est quoi mon angle d'attaque, comment je raconte mon histoire et comment je fais adhérer les gens dans Et ça peut être très magique, c'est très fort.
Et ça constitue en fait une vision à long terme de pouvoir créer cette marque, raconter son histoire, la faire vivre avec des petits visuels, des petites phrases, la continuer dans le temps, comme si on racontait une histoire à un enfant ou comme si en fait réveiller l'enfant qui en vous. Moi, j'adorais les histoires, j'adore encore les histoires. Et dire, j'adore les contes de fées, mais il ne faut pas le dire. Mais ouais, non, j'adore les contes, j'adore les histoires inspirantes. Voilà, j'aime bien parce que du coup, je trouve que ça permet de comprendre des choses qu'on n'aurait peut-être pas compris avec une phrase lambda. D'avoir une métaphore et se dire, tiens, je comprends un autre truc sous un angle différent. Ou peut-être qu'une phrase va avoir plusieurs significations. Et c'est ça qui est bien, en fait, de jouer avec les mots, d'avoir plaisir de jouer avec les mots, d'avoir plaisir à jouer avec son histoire. Et ça, faut s'amuser avec, en fait. C'est très, très fort. Et on est tous des conteurs, hein, parce que souvent, j'entends, ouais, mais moi, je suis nulle, je sais pas écrire l'histoire. En fait, on a tous des façons de raconter des choses. On peut tous, quand on parle avec passion, quand vous parlez avec passion, c'est là qu'il faut parler, il faut faire votre storytelling. Parce que, bon, moi j'ai un côté Roberto Benigni, là je m'agite dans tous les sens, mais c'est mon côté italien. Mais le truc, ouais, quand vous parlez avec passion, c'est là que vous racontez les meilleures histoires, c'est les trucs qui vous prennent au trip, les petites anecdotes qui vous prennent au trip. Peut-être qu'il faut commencer par là. Ces choses qui résonnent, qui vous font vibrer, et les gens ils vous regardent avec des grands yeux en disant waouh, tu m'as embarqué dans ton truc. C'est peut-être loufoque, mais on s'en fout, tu m'as embarqué. Oui, parce que souvent, je rebondis sur le côté storytelling, un petit peu de baliverne, je vais reprendre ton mot. Ça se retrouve, les gens se sentent vraiment obligés de raconter un conte de fées. Alors, si c'est un vrai conte de fées, hein, on peut raconter un conte. Hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont réussi la prouesse de faire un conte. Je vais penser à ce bouquin qui est devenu une légende, notamment pour toutes les personnes qui sont notamment dans l'indépendance financière, qui est le conte de Robert Kiyosaki, parce qu'on ne sait toujours pas si ce qu'il raconte est vrai ou faux avec son père, on ne sait pas si ses deux papas ont existé ou pas. Peu importe, il a fait passer un message, donc il a vraiment... L'histoire n'a pas besoin d'être vraie, on ne sait pas trop, d'ailleurs c'est ce qui est drôle, parce que je dirais qu'il y a une vision un peu méta dans ce qu'il a fait. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Robert Kiyosaki, c'est un Américain qui doit avoir pas loin de 70 ans aujourd'hui, 75 ans, et qui a écrit un bouquin il y a une vingtaine d'années, 20 ou 25 ans, qui parle en fait de l'argent et de l'éducation financière. Et donc, du coup, il raconte qu'il avait un papa spirituel et son vrai père. L'un était riche et l'un était pauvre. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, il ne répond pas à la question quand on lui demande est-ce que ses papas existent. Il répond, mais ce qui est important, c'est que vous ayez compris le message que j'ai voulu vous faire passer. Donc, on ne sait pas si cette légende est vraie ou si c'est pas une légende. Donc là, il a raconté quelque chose. Donc, le roman, on va dire, business qu'il a fait, c'est qu'il parle de son soi-disant enfance. Je pense que c'est inspiré, moi personnellement je me fais une opinion en me disant que c'est probablement inspiré de faits réels, mais la manière dont c'est fait, il a tellement fait avec des métaphores, pour reprendre ça, qui parlent à tout le monde, donc l'enfance, et de reprendre des exemples. On doit tous connaître des gens qui ressemblent à l'un de ses papas, ça peut être nos propres parents, ou ça peut être soi-même, que du coup c'est ok. Après, dans la baliverne, ce qui ne marche pas, c'est quand vraiment vous allez vraiment faire, enfin, vous essayez de faire croire des choses qui sont assez irréelles et que vous ne, comment dire ça, et vous n'avez pas l'autodérision ou l'honnêteté de dire voilà que vous êtes parti dans un conte pour de vrai. Lui au moins, voilà, il a une façon de répondre qui est un petit peu subtile en disant et vous, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous dans votre perception si je vous répondais oui ou non? Donc du coup, je pense que ça se trouve c'est peut-être vrai, mais le simple fait qu'ils mettent du doute rajoute un petit peu de magie à cette histoire-là. Et de l'autre côté, s'il disait que c'était non, en fait, je pense que je veux dire ouais, mais il a tellement bien raconté l'histoire que c'est pas grave, ça irait. Et donc, parmi les grands mensonges de marque, là j'en ai pas, c'est vraiment quand on prend vraiment les gens pour des abrutis. Et que du coup les valeurs ne suivent pas et que derrière tout n'est pas cohérent et ça c'est pas bien en fait. Voilà. Pour parler de valeurs, qui du coup se disent toute la vérité tout le temps, on peut légèrement déborder. Ça arrive, il y a des marques qui le font, mais c'est pas très très grave. Le storytelling, c'est pas forcément une histoire vraie. En fait, le storytelling, sa force, c'est de se dire quel est le message qui va aider ma cible pour qu'elle puisse identifier quelle histoire je raconte pour que ça passe un message fort. Parce qu'on peut très bien, il y en a qui vont faire voir qu'il y a un peu imaginaire. Parfois, là, comme tu disais, il y a des histoires, on ne sait pas si elles sont vraies ou pas, mais finalement, comme le message, il est passé,
À la limite, on s'en fout. À la limite, on veut y croire. Donc, même si c'est faux, ne le dis pas, tu vois. C'est ça notre réaction. Mais donc, un storytelling n'est pas forcément basé sur des faits réels. Mais tu as des gens, en fait, qui veulent tellement se baser sur des faits réels, qui s'inventent une vie sur des espèces de faits réels, où ils caricaturisent, ça se voit. Autant raconter une vraie histoire montée de toutes pièces qui va aider la cible, parce que c'est peut-être l'histoire de quelqu'un ou l'histoire. En fait, si tout est cohérent et que les mots sont bien choisis et que c'est une histoire qui va apporter quelque chose et qui va, comme au cinéma, en fait, te faire adhérer dans un univers, comme certaines marques de luxe ou des créateurs de bijoux, parce qu'on arrive dans un monde où on a envie aussi d'être enchanté, on a aussi envie de rêver. Et storytelling, c'est pas forcément basé sur des faits réels. Ça peut être inspiré de faits réels, ça peut être un petit peu narré, en fait, comme toute histoire. Parfois, quand on raconte, parfois, il nous arrive des trucs de ouf, et on va l'expliquer encore plus en truc de ouf. Mais ça se trouve, c'était pas aussi ouf que ça, finalement. Dans l'émotion, c'était ouf, mais comme si vous regardez un match de foot, vous écoutez un match de foot à la radio, vous avez l'impression qu'il est génial. Vous regardez à la télé, vous dites, ah, c'est juste ça, en fait. Mais c'est pas grave, parce que vous avez vécu quelque chose. Donc, peu importe que le storytelling soit vrai ou pas, je pense que c'est un faux débat de vouloir la vérité. Par contre, pour quelqu'un qui s'inspire, qui fait quelque chose qui n'est pas vrai, autant le faire bien et qui n'est pas qui va pas porter préjudice à la cible ou qui va pas décevoir la cible au cas où. Comme tu disais, la vraie question, c'est de se dire finalement, est-ce que ça change quelque chose si le message il est vraiment passé, que ça a vraiment apporté, que les gens y rêvent en écoutant l'histoire. Après, si c'est quelque chose pour faire pleurer dans les chaumières, c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que dans les chaumières, quand j'étais petit, il m'arrivait ça, ça, ça. Alors que c'est même pas vrai. La personne avait juste en fait avoir la pitié des autres. Ça, je trouve que c'est lamentable parce que le jour où ça se sait, là, vous perdez en crédibilité. Donc, vaut mieux à la limite faire un petit conte de fées où on va se dire, tiens, c'est un peu marrant, mais ça doit être un petit peu narré parce que c'est bien fait, plutôt que faire le truc où on a fait la guerre d'Irak, on s'est pris une balle en plein cœur, entre les deux yeux, et puis en fait, c'est pas vrai. À un moment donné, il faut pas trop en faire non plus, quoi. Donc, c'est surtout sur le pathos. Si on n'a pas une histoire. Sur tout ce qui est, le pathos, tu sais, dès qu'on veut vraiment, comme tu dis, faire pleurer dans les chaumières, faut faire vraiment attention là-dessus, parce que c'est un peu comme on revenait avec les sentiments un peu négatifs, la peur, ce genre de choses. Lorsqu'on est dans des sentiments un petit peu négatifs, parce que c'est vrai que ça vend plus, parce que c'est vrai que ça attire plus l'attention, donc on est dans la facilité. Alors c'est mon opinion, mais c'est vrai que attention, parce que d'une manière ou d'une autre, ça se retourne facilement contre vous, surtout si en plus c'est complètement faux. Moi, je vais être un peu plus cash, mais pour quelqu'un qui veut faire du mensonge de ce type, oui. Moi je juge pas, je suis pas là pour ça, je m'en fiche. Mais par contre, ça veut dire que la personne a un réel manque de confiance en son produit. Si on en arrive à ça, c'est comme le scout qui n'arrive pas à vendre ses cartes et qui va aller faire pleurer les gens pour vendre ses trucs. Si tu as un bon discours, si tu as une bonne posture, si tu as confiance en tes trucs, tu trouveras les bons arguments. Donc, si vous croyez en votre produit, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Donc, vous, en fait, pour moi, c'est ça. Ça révèle un manque de confiance. Si on commence à berner les gens, déjà, on commence mal. Déjà, on a un branding qui pense que la vision long terme, on ne l'a pas. Ah oui, là, on revient du coup à la question de départ. Quelle est votre vision? Est-ce que dans 5 ans, vous serez fiers de vous de faire ça ou d'avoir débuté de cette manière-là, etc., etc. Donc là, voilà, alors je pense qu'on a effectivement bouclé un petit peu la boucle sur les messages qu'on voulait faire passer cet après-midi aussi. Mais du coup, si vous avez des questions, je pense que n'hésitez pas pour qu'on puisse y répondre. Mais Yes. je résume un petit peu pour voir si, pour ceux qui nous ont pris en cours de route, avec Lucie, on a voulu parler de branding, de personal branding au départ. Est-ce qu'il faut faire du personal branding ou est-ce qu'il vaut mieux faire du branding de marque, de la création de marque? Donc, Lucie nous a donné un éclairage là-dessus. Donc, en résumé, en une phrase, même si c'est... De toute façon, vous pouvez regarder le replay, mais elle disait que peu importe, ça dépend vraiment de votre vision sur du long terme. Pas penser forcément... Donc, du coup, ça implique qu'il faut avoir une pensée long terme et non pas court terme. Moi, je nuançais en disant qu'il y a des personnes qui sont souvent très orientées sur le court terme, donc du coup, vont dans la facilité du personal branding, mais pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'elles se disent, voilà, ça va être plus rapide pour accrocher. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de le faire, mais ça veut dire qu'elles ont peut-être pas forcément anticipé, comme tu disais, Lucie, les problématiques
à 5 ans, hein, de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire de votre marque d'ici 5 ans. La deuxième question, on était sur, alors je ne sais pas de bêtises, pourquoi vous devez vous différencier? En fait, se différencier, et sans réinventer la roue, parce qu'on a, c'est un petit peu ça, on a l'impression que tout a déjà été fait, il y a beaucoup de concurrence, on est de plus en plus nombreux sur des marchés. Donc Lucie, ton éclairage, c'était de dire qu'il suffisait, il faut assumer ce qui on est, ce que l'on fait, et puis surtout, il faut faire passer, je dis si je me trompe, hein, je reprends tes mots, on est le messager, en fait, on a un message à faire passer, on n'est que le messager. Donc, c'est important que le message qu'on veut faire passer soit clair et audible pour les personnes qui vous écoutent et compréhensible. Et auquel cas, il faut le réadapter jusqu'à ce qu'il soit clair et limpide dans les deux sens. Ensuite, on a terminé effectivement sur la partie le storytelling. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le storytelling, c'est inventer une histoire? Oui et non. C'est-à-dire que dans le côté véridique, ça n'a pas vraiment d'importance que ça soit vrai ou non. Mais dans le côté véridique, dans le côté qui sonne vrai, c'est que le fait de s'inspirer de choses qui nous entourent, qui nous ont inspirés, puis dans notre quotidien, même si c'est des petites choses que vous rajoutez comme ça et qui créent une histoire, il faut que le message, on en revient encore une fois à ce fameux message, c'est important que les gens se raccrochent, comprennent ce que vous voulez faire passer comme message, qu'ils comprennent aussi que si c'est ramené, par exemple, vous êtes dans du personal branding, il y a peut-être quelque chose qui vous est arrivé à vous qui est en parallèle avec eux, donc ça va résonner chez eux. Et si c'est une marque, ça peut être des références, comme Nike, hein, qui prend référence à la mythologie grecque. Ça peut être cette histoire de Coca-Cola, ce qu'on les a cités. Je reprends les grandes marques parce que ça parle aussi à tout le monde. Coca-Cola avec leur Père Noël. Eux, leur message, c'est qu'ils voulaient Coca-Cola. Le message qu'ils veulent faire passer, c'est qu'ils veulent que les gens soient ensemble. Ils veulent qu'il y ait de la promiscuité avec les gens. Enfin, ils veulent que les gens soient vraiment. C'est une marque j'allais dire familiale. Et donc, c'était logique de remettre en avant, mettre en valeur, par exemple, la fête de Noël. Et donc de Santa Claus, qui est pas forcément un personnage très sympathique, donc de lui donner une dimension plus chaleureuse. Et donc, ils ont créé ce personnage du Père Noël, et ça a marché puisque aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants croient au Père Noël, et du coup maintenant il y a même des psychologues qui se posent la question de le mensonge Coca-Cola, faut-il le dire aux enfants ou pas, faut-il leur révéler la vérité? Mais en tout cas ils ont réussi à faire ce truc, c'est qu'ils ont réussi à réunir les familles en fait. Donc voilà, c'est ça. Et tu me dis si j'ai loupé des choses, si j'ai résumé comme tu le voulais, ou si tu avais des nuances à apporter. Ouais, juste le maître mot toujours, que ce soit dans le storytelling, dans son branding, les réseaux sociaux, sur le site internet, le maître mot, c'est la cohérence. Vous pouvez partout, en fait, dans ce que vous racontez, dans les visuels que vous utilisez, dans les places que vous utilisez, parce que c'est des points d'ancrage. Parce que pour la petite histoire, on va reprendre encore grande marque, mais c'est vrai que McDo, en fait, on connaît tous le slogan « Venez comme vous êtes ». Puis qu'on ne le connaît pas, fait de la pub, c'est McDo qui rafle la mise. Et en fait, on se souvient beaucoup plus des personnes qui ne changent pas de discours, parce que du coup, ça fidélise davantage. Donc vous, prenez un message, ayez votre gimmick, votre slogan, mettez-le à toutes les sauces. N'ayez pas peur d'être redondant. Moi, je sais que c'est démarquez-vous et marquez les esprits. Je le mets souvent. Et les gens viennent me voir en disant « Hey Lucie, moi aussi, je me démarquer, marquer les esprits ». Et quand ils me disent ça, je me dis « Hey, ça fonctionne » parce que ça veut dire que ça y est, ils m'ont déjà attribué des mots. Quand ils me disent « Et moi aussi, je veux zaguer, je vais être un zagueur », quand ils reprennent ces mots, je me dis « C'est cool ». Mais pourquoi c'est cool? Parce que je l'ai répété, en fait. Et même là, sur mon mur, c'est des posts Instagram que j'ai. Donc, ça veut dire qu'on a aussi la redondance de mon Instagram. Mon décor, c'est mes posts. Donc, il y a une certaine cohérence. En fait, tout ce que je fais, c'est vrai que je reste cohérent. Mes phrases d'accroche, elles sont cohérentes. Mes visuels, essayez de rester cohérents. Et ça, voilà. Amusez-vous à travailler de façon cohérente. De ne pas avoir une couleur sur votre site, un autre truc sur les réseaux sociaux, une autre photo sur les machins. Les gens changent de photo, du coup, on ne les reconnaît même pas. Il y en a qui sourient, il y en a qui ne sourient pas. Si vous avez une atmosphère, moi, voilà, je me dis... Lucie, marqueuse de points gagnants, et c'est vrai que j'aime bien parler de espièglerie, un petit peu l'iguane, l'espiègle, et je joue de ça, et c'est vrai que du coup, je le mets à toutes les sauces. Parce que si je ne le mets qu'une fois,
Ça veut dire qu'il y aura 3 personnes qui vont être au courant. Donc, il faut le mettre tout le temps, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'être redondant parce que les gens ont peur d'être redondant. Ah, je vais saouler les gens. Oui, mais non, parce qu'en fait, tu vas leur faciliter la tâche, tu vas leur faciliter la mémorisation. Donc, ils vont te dire merci. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de se parasiter avec les phrases des autres. Donc, du coup, ils vont attribuer un message. Aujourd'hui, ça fait 34 ans que j'entends que les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Ça marche. Parce que la phrase, ils n'ont jamais changé. Pourtant, Juvamine, c'est une vieille pub que je crois qui n'est même pas vraiment diffusée, mais le Juvamine, parce que Jules va bien, je crois que toutes les personnes qui sont les années 70 ou 80 n'a pas pu y échapper. Juvamine, parce que Jules va bien. Et c'est horrible parce qu'on se dit, mais on se demande si c'est bien ou pas bien de faire ça, mais waouh, Juvamine parce que Jules va bien, quoi. Et c'est quand même une des marques qui m'a le plus marqué. Je crois que c'est une des premières marques dont j'ai retenu le nom à cause de ça, dans la redondance. C'est Calgon. Pas grave, ça devient, comme tu dis, c'est le gimmick, ça va devenir votre jingle. C'est réussi en fait, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être redondant. Et le storytelling n'est pas réservé qu'aux grandes marques. C'était ce que je voulais dire en message de fin en fait. Le storytelling n'est pas réservé qu'aux grandes marques. Ça veut dire que, ok, les grandes marques usent ou abusent du storytelling, mais à toutes les sauces, on peut le faire, même petit, on peut le faire sans faire des gros storytelling. Juste une phrase cohérente, un petit état d'esprit cohérent, un à-propos cohérent peut faire votre storytelling. Des visuels cohérents peuvent suffire à faire votre storytelling. Donc, et ça facilite la mémorisation. Donc, ne vous dites pas, ouais, mais je suis qui pour faire du storytelling? Je suis personne. Syndrome de l'imposteur, on le jette. Et voilà. Prenez conscience de votre message et du pouvoir de votre message. Et tous les moyens sont bons pour le faire passer en restant cohérent et en facilitant la mémorisation et la passation de ce message. Et là, vous avez un vrai rôle à jouer, en fait. Voilà. Donc, prenez conscience de ça. Parce qu'en plus, si les personnes nous regardent aujourd'hui, c'est que je sais, c'est des personnes qui nous ressemblent, je pense. Donc, ont un vrai message sûrement. Et allez-y, allez-y. Vous avez des choses à apporter à ce monde. Yes! Alors, ben, du coup, alors, quelle heure est-il? Il est 15h54. Peut-être qu'on peut voir s'il y a des petites questions. Sinon, ben, je pense qu'on peut en rester là. Si vous avez des questions, ben, c'est le moment de les poser à Lucie. Si vous avez des questions pour moi aussi, ben, je répondrai aussi. Pas de problème. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore discuter avec Lucie, d'échanger d'échanger là-dessus. Petite précision, c'est vrai que moi, je suis partie ces derniers temps, j'ai switché du branding de marque à du personal branding. Donc, c'était absolument pas naturel. Moi, je venais du branding de marque, donc j'avais créé des marques. Lucie, tu crées Mindset Image, donc tu es sur le branding. Donc, des fois, ça ne s'oppose pas, comme on dit. Donc, du coup, j'aime bien discuter avec elle, de voir aussi sa perception des choses. Et moi aussi, ça a été un exercice que j'ai trouvé intéressant parce que j'avais des réflexes aussi très orientés branding de marque. Et là, je me suis dit, tiens, je vais créer, parce que je suis changeante, c'est que je voulais arrêter de changer. Je me suis dit, le message que je vais faire passer, c'est qu'on peut faire plein de choses. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis mise en avant. Et du coup, avec Lucie, des fois, ça nous est arrivé d'avoir des conversations à ce sujet. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Hein, je vois des merci. OK. Je crois que l'outil là est en train de nous lâcher gentiment. Donc, on va lui rendre sa liberté. Écoutez, merci beaucoup. Merci Lucie. Franchement, merci de m'avoir accordé du temps. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ah, ça bug. Ah. Oui, je crois que c'est le moment, en fait, là. Tu vois, c'est... Voilà, c'est fait des signes du destin, comme ça. Faut écouter. Merci, c'est ce que je te disais. Je ne sais pas si tu as entendu. Je te disais merci d'avoir pris le temps d'être là cet après-midi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bah, merci à toi, c'est un plaisir. Merci aux personnes qui ont suivi. Les personnes qui suivront le replay aussi. J'anticipe. Oui, voilà. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à laisser un message. Si vraiment une question, je pourrais transmettre éventuellement à Lucie. Lucie a un groupe. Je réponds à toutes les questions. Voilà. Je répondrai à toutes les questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, à laisser la question, on y répondra en temps et en heure. Voilà. Je vous dis à bientôt, bon après-midi et à une prochaine fois. Ciao, ciao.
Alors, je ne sais pas si ça s'est arrêté.